Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Rencontre. Le Fonds monétaire international vient de donner un avertissement évoquant une possible baisse du taux de croissance de l'économie mondiale. Cette baisse serait due aux tensions commerciales entre les États-Unis et ses nombreux partenaires commerciaux. La Chine, le Canada, l'Europe et beaucoup d'autres encore. Pourquoi le président américain a-t-il décidé de lancer une guerre sur tous les fronts? Aujourd'hui, nous allons analyser les raisons et les conséquences de cette guerre avec notre invité. Avant cela, je vous propose de regarder ce reportage pour mieux connaître la situation avec notre journaliste Liu Guangchun. Le 16 juillet dernier, le Fonds monétaire international a publié son rapport annuel sur les perspectives économiques mondiales. Un rapport dans lequel le FMI maintient ses prévisions d'expansion économique internationale pour les années 2018 et 2019. Pour le moment, le Fonds monétaire international s'en tient à ses prévisions de 3,9% de croissance mondiale pour cette année et pour 2019. Les Américains continuent de consommer alors que la croissance des emplois se poursuit. Mais en raison de cette forte consommation, les États-Unis achètent davantage de produits étrangers. Cela entraîne des déficits commerciaux plus élevés, une tendance contraire aux objectifs annoncés par Donald Trump. Le risque que les tensions commerciales actuelles s'enveniment davantage avec des effets négatifs sur la confiance, les prix des actifs et l'investissement est globalement la plus grande menace à court terme pour la croissance mondiale. Les déséquilibres mondiaux des comptes courants vont s'accentuer en raison de la croissance relativement élevée de la demande aux États-Unis, ce qui risque d'exacerber les frictions. L'économiste principal du FMI ajoute que les États-Unis seraient très vulnérables en cas d'escalade du conflit commercial parce qu'ils devraient alors affronter la plupart de leurs partenaires commerciaux. En réaction, l'Union européenne pourrait détourner ses exportations vers l'Asie et d'autres partenaires commerciaux. Les États-Unis ont initié des actions commerciales qui affectent un large groupe de pays et affrontent des représailles ou des menaces de représailles de la part de la Chine, de l'Union européenne, de ses partenaires de l'accord de libre-échange américain et du Japon parmi d'autres. Nos modélisations suggèrent que si les menaces actuelles de politique commerciale sont mises en pratique et que la confiance des milieux d'affaires chute en conséquence, la production mondiale pourrait être inférieure de 0,5% aux projections pour 2020. C'est un demi-point de pourcentage. Le vendredi 6 juillet, le gouvernement Trump a officiellement imposé des droits de douane de 25% sur 34 milliards de dollars de produits importés de Chine. La Chine a aussitôt répliqué en taxant à son tour une série de produits américains. Il s'agit d'une des plus importantes guerres commerciales de l'histoire. Suite à ces représailles tarifaires chinoises, et alors que le premier round du match entre les deux pays venait juste de s'achever, Donald Trump annonçait déjà son intention d'intensifier la guerre commerciale dans le futur. En mai, Beijing et Washington échangeaient des délégations, effectuant 2 rounds de négociations de haut niveau, avec pour objectif annoncé d'éviter la guerre commerciale. Mais à la fin du même mois, Donald Trump déclarait que les États-Unis allaient taxer 50 milliards d'importations chinoises à hauteur de 25%, réduisant à néant toutes les avancées obtenues lors des négociations. J'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau M. Ding Yifan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur au Centre de recherche sur le développement du Conseil des affaires d'État et vous avez écrit un article s'intitulant Anti-globalisation, souffrance pour les autres et plus encore pour soi-même. Bienvenue sur notre plateau. Alors, comme on a vu dans le reportage, il y avait des négociations, de plusieurs négociations pour éviter une guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Et les deux parties se sont mis d'accord officiellement il y a quelques mois pour éviter une guerre commerciale. Et pourquoi les États-Unis ont-ils finalement lancé cette guerre commerciale? En fait, on ne sait pas très bien, parce que c'est une question qui embarrasse les dirigeants chinois. La Chine a envoyé des délégations pour négocier avec les Américains, et au deuxième tour de la négociation,
les deux parties sont tombées d'accord pour éviter une guerre commerciale. On a fait une déclaration conjointe des deux gouvernements pour éviter cette guerre commerciale, mais quelques jours après cette déclaration, le président Trump dit que non, je vais continuer à sanctionner unilatéralement, imposant plus de 25% de droits de douane sur 50 milliards de dollars d'importation de Chine. Donc en fait, c'est devenu tellement irrationnel que finalement, le gouvernement chinois dit qu'on n'a pas le choix. Comment voyez-vous la réaction du gouvernement chinois et les actions apportées par le gouvernement chinois jusqu'ici? Je pense que jusqu'à maintenant, le gouvernement chinois a pris une attitude plutôt modérée, mais rassurante. C'est-à-dire que le gouvernement chinois va prendre des mesures de représailles contre autant de produits de l'exportation américaine vers la Chine. Et bien sûr, on commence à élever le droit de douane, on commençait à relever le tarif contre l'importation américaine, surtout contre l'importation des produits agricoles tels que le soja, le porc, etc. etc. Vous avez dit d'une phrase, le gouvernement chinois n'a pas de choix cette fois. Pourquoi? Parce que, oui, parce qu'on ne sait pas ce que le gouvernement Trump demande pour cette guerre commerciale. Parce que quand on lance une guerre commerciale, c'est pour arriver à un certain nombre d'objectifs. Et là, on ne sait pas. On ne sait pas trop. Parce que visiblement, il ne s'agit pas de rééquilibrer la balance commerciale, donc le commerce bilatéral. Il s'agit de forcer le gouvernement chinois à abandonner son plan de développement économique et de développement scientifique et technologique. Et là-dessus, bien sûr, le gouvernement chinois a toujours son propre plan de développement dans le secteur scientifique et technologique. Et il y a par exemple que le gouvernement chinois abandonne son projet à cause d'une menace de guerre commerciale de la part des États-Unis. Mais pouvez-vous nous expliquer davantage, parce que la correction de la balance commerciale est quand même la raison principale avancée par Donald Trump pour lancer cette guerre commerciale. On avait cru ça, on avait cru ça. On avait pensé que l'objectif du gouvernement Trump était de redresser un peu l'équilibre, la balance commerciale. Mais finalement, on avait proposé d'importer un peu plus de produits américains, etc. Mais visiblement, non. Il ne se contente pas de ça. Cette fois-ci, parmi les premiers articles à l'exportation du marché américain, ce sont des produits qualifiés de haute technologie, c'est-à-dire des produits avec un niveau de technologie plus ou moins avancé. Mais c'est une punition, bien sûr. Ça affecte l'exportation des entreprises chinoises ou de l'exploitation chinoise, mais ça affecte aussi les entreprises américaines. Non, ce ne sont pas ces produits qui vont corriger les balances commerciales. Non, ce sont au contraire. Ce sont ces produits dont les entreprises américaines en aval ont besoin. Parce que ce ne sont pas des produits finis. Dans la plupart des cas, ce sont des produits intermédiaires dont les entreprises américaines en aval ont besoin pour la production des produits finis. Et maintenant, ils veulent taxer ces produits parce que sous prétexte que ce sont des produits de la haute technologie. Donc, il faut... soyez bien clair d'abord de l'objectif de cette guerre. Parce qu'on n'est pas du tout sûr de l'objectif que veut le gouvernement Trump. Alors, nous avons interviewé l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin sur ce sujet. Nous allons l'écouter maintenant. Dans cette guerre commerciale, je vois partout dans la presse dire que c'est la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. En fait, c'est à l'initiative des États-Unis. La Chine, naturellement, est victime de cette décision unilatérale, mais d'autres pays le sont aussi. Je pense au Canada, voisin des États-Unis, pays ami, qui se trouve aujourd'hui également pénalisé. Nous avons, nous, Européens, un accord avec le Canada,
un accord de libre-échange que M. Justin Trudeau est venu présenter il y a peu de temps en Europe. Je me souviens, j'ai participé aux discussions avec Jean Charest quand il était le Premier ministre du Québec. Tout ceci fait que nous ne voyons pas pourquoi M. Trump viendrait empêcher le Canada et l'Europe d'avoir un accord de libre-échange. Et nous voyons bien que la coopération tripartite Chine, France, Afrique peut être affectée. Donc cette décision unilatérale de M. Trump, elle désigne la Chine, mais en fait, elle fragilise l'ensemble des économies mondiales. Et parmi cet ensemble, il y a les pays africains qui sont sans doute des pays parmi les plus fragiles dont le monde a besoin pour l'avenir de notre croissance. Et donc, cette décision, elle porte des responsabilités mondiales graves. Alors, comme on vient d'entendre sur le reportage, en fait, on voit que les États-Unis ont lancé une guerre commerciale non seulement contre la Chine, oui, mais contre sur, tout le monde, en sur fait. tout le front. Donc, en fait, dans le reportage, M. Jean-Pierre Raffarin a aussi demandé la raison pourquoi les États-Unis a fait ainsi. Parce que, en fait, le président Trump ne comprend pas la situation. Ne comprend pas la situation. Il a une vision très étroite du monde. Il pensait que le commerce international n'est pas important. Le commerce international serait un outil dont se servent les autres partenaires commerciaux des États-Unis au détriment des États-Unis. Pour les autres partenaires, l'Union européenne, le Canada, le Mexique, le Japon, la Chine et les autres pays sud-est asiatiques, tout le monde profite des États-Unis parce que tous ces pays ont un excédent commercial vis-à-vis des États-Unis. Donc ils ne comprennent pas la situation. Finalement, dans une économie globalisée, l'excédent commercial de ces pays, de la Chine par exemple, est venu dans une large part par l'investissement des entreprises américaines, européennes, japonaises, etc. Parce que l'excédent commercial aujourd'hui dans une économie qui est globalisée n'est pas seulement réalisé par les pays producteurs, par la Chine par exemple, parce que dans l'économie chinoise, dans l'exportation de Chine, il y a beaucoup de produits qui sont dus à des investissements étrangers, en particulier des investissements américains. Donc il est difficile d'accuser les entreprises américaines de choisir la Chine comme cible de production. Mais si on fait un petit rétrospective sur la situation économique, surtout après la Seconde Guerre mondiale, on voit quand même il y a une théorie qui dit quand même il faut que les États-Unis restent déficitaires. C'est un peu le règle de jeu que les États-Unis soient déficitaires et parce que les États-Unis investissent dans le reste du monde, donc c'est normal qu'ils soient déficitaires. Mais en même temps, parce que en raison de la position dominante de dollar, oui. Il a quand même son avantage sur l'économie dans son ensemble. Donc est-ce que, en quelque sorte, si on voit l'établissement de règles de jeu, les États-Unis étaient quand même un maître de jeu, si on peut le dire? Oui, en fait, l'ordre économique international était défini dans une large partie par les États-Unis. C'était à l'époque le système Bretton Woods. Le système Bretton Woods est basé sur la prédominance du dollar américain, qui est le cœur du système monétaire international. Le système du commerce international, qui accompagne ce jeu de système monétaire international, était appelé à l'époque GATT. Le GATT a été transformé en OMC, donc l'Organisation mondiale du commerce. Donc les États-Unis étaient toujours dans le coup, d'autant plus que comme le dollar américain est la monnaie prédominante dans le système monétaire international, il y a donc un paradoxe. C'est-à-dire que si les États-Unis n'ont pas de déficit commercial, eh bien les autres pays n'ont pas le moyen d'avoir du dollar.
Et s'ils n'ont pas de dollars, eh bien, il y aurait une espèce de manque de liquidité. Et donc, pour que les autres pays aient suffisamment de devises, etc., il faut que les États-Unis aient un certain nombre de déficits commerciaux. C'est le paradoxe, le dilemme de Tréphin. Tréphin est un économiste belge qui a travaillé toute sa vie dans les universités américaines. Il a été conseiller du FMI, etc. Il avait révélé ce paradoxe du dollar, le dilemme du dollar, c'est-à-dire que il faut, pour maintenir ce système monétaire international, il faut que les États-Unis aient un certain nombre de déficits commerciaux vis-à-vis d'autres pays. Mais le problème, c'est qu'à mesure où les États-Unis accumulent le déficit commercial, un jour ou l'autre, les autres partenaires vont commencer à douter de la crédibilité des États-Unis à pouvoir rembourser ces dettes. Et à ce moment-là, c'est arrivé déjà à la fin des années 60 et au début des années 70. Et puis, c'est l'effondrement de Bretton Woods parce que le président Nixon, sous président Nixon, les États-Unis ont fait un défaut, c'est-à-dire avant, dans le système Bretton Woods, le dollar américain avait un taux fixe sur l'or, sur le prix de l'or. Donc le dollar était une monnaie très stable. Mais après après le défaut, le dollar n'a plus d'application vis-à-vis de l'or. Le dollar a connu une chute libre dans ses valeurs. Donc le dollar a dévalué de beaucoup. Et puis le système Bretton Woods a été délabré. Puis on a pris des mesures pour essayer de sauver le système. À la Banque mondiale, le FMI existe toujours. Ce sont des systèmes, ce sont des institutions du Bretton Woods, mais tout le système est tombé parce que après c'était le taux de change flottant, même dans le monde occidental, puis partout dans le monde, et il est devenu flottant. Et ceci a des impacts énormes sur le commerce international. Et comme le dollar n'a plus d'obligation vis-à-vis d'autres monnaies, et les États-Unis profitent aussi de sa position, les entreprises, surtout les entreprises américaines, profitent de cette position pour répandre leurs investissements un peu dans le monde avec le dollar. Cette hégémonie du dollar a permis aux entreprises américaines d'investir un peu partout et de gagner des profits tout en évitant le pire des conséquences. Parce qu'il n'y a pas de risque de change. C'est ça. Et c'est dans cette perspective que les pays européens ont décidé de créer une autre monnaie. C'est l'euro. Voilà. C'est la naissance de l'euro. Les entreprises américaines ont l'hégémonie en fait envers les autres pays, mais pas l'inverse. C'est ça. Même dans ce déséquilibre de commerce. Du commerce entre les États-Unis et les autres pays, ce sont souvent les entreprises américaines qui sont bénéficiaires de ce déséquilibre. Parce que si vous prenez le cas de l'exportation chinoise vers le marché américain, beaucoup de cette exportation est réalisée par les entreprises américaines installées en Chine. Donc tous les profits en fait vont dans les entreprises américaines. Apple par exemple, c'est une société américaine, mais il n'y a pas de base de production aux États-Unis. Apple réalise la production de ses produits, iPhone, iPad, etc., en Chine. Et réapporte vers les États-Unis. Mais c'est compté comme de l'exportation chinoise, mais les profits rentrent dans la poche de Apple. C'est là la justice en fait. Oui. Mais vous avez souligné dans votre article que si Donald Trump continue à faire une guerre sur tous les fronts, ce sont les entreprises américaines qui vont être les premières victimes. Oui, c'est ça. Parce que d'abord, pour des entreprises américaines qui produisent sur d'autres pays, comme en Chine, dans d'autres pays asiatiques, etc., elles vont être punies avec une augmentation de droits de douane pour leurs produits à l'exportation au marché américain.
Même si, parce que Donald Trump prend aussi des mesures d'exemption pour les entreprises, etc. Et il pense que certaines entreprises américaines peuvent échapper aussi à ce règlement, à cette punition. Soyons sûrs, mais d'autres entreprises, comme j'ai expliqué, il y a beaucoup d'entreprises américaines qui sont en aval, qui doivent importer beaucoup de pièces détachées, des produits intermédiaires de la Chine, pour remonter, pour faire l'assemblage sur le sol américain. Et si, par exemple, ces produits voient leur droit de douane augmenter, eh bien, ça veut dire que le coût de revient de la production doit être augmenté. Donc, nécessairement, tout cela doit refléter sur le prix final de produits. Soit les produits américains vont perdre leur compétitivité sur le marché international, soit cela aurait des impacts inflationnistes sur le marché américain. Donc l'une ou l'autre aurait des conséquences néfastes pour l'économie américaine, mais aussi pour l'économie mondiale. Mais il n'y aura pas cette correction de balance commerciale comme il a souhaité. Non, ça ne pourrait pas, parce que le déséquilibre commercial des États-Unis avec tout le monde, parce que les États-Unis ont du déficit commercial avec tout le monde. C'est pour ça que Donald Trump est en colère avec tout le monde. Mais il ne peut pas résoudre le problème du déséquilibre commercial, parce que si les États-Unis ont du déficit commercial avec tout le monde, cela montre que, économiquement parlant, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment d'épargne à l'économie américaine. Et donc, les Américains, pour maintenir le niveau de vie, doivent emprunter aux étrangers, doivent importer aux étrangers, c'est nécessaire. C'est une sorte d'habitude pendant longtemps. Et vous avez aussi évoqué les conséquences de cette guerre pour ses partenaires. Oui. Et justement, comme on a vu dans le reportage au début de l'émission, le FMI a déjà donné son alerte, une alerte contre une possible baisse de l'économie mondiale. Est-ce que cela veut dire que non seulement ses partenaires vont en souffrir, mais les pays qui ne sont pas directement touchés, par exemple les pays africains, vont subir aussi les conséquences? Bien sûr, bien sûr. Il y a fortement des effets de débordement. C'est-à-dire que s'il y a une chute de la croissance mondiale, eh bien, les économies qui ne sont pas directement impliquées seraient affectées aussi par cette commerciale. Parce que la Chine et les États-Unis, ce sont les plus grandes économies du monde. Leur commerce bilatéral aurait des impacts aussi sur d'autres partenaires. Et nécessairement, parce que si, par exemple, un producteur américain qui importe de Chine une partie de ses pièces détachées, mais qui importe aussi du Canada et de l'Union européenne pour d'autres choses, l'interruption de la chaîne de production aurait des impacts très élargis, non pas seulement sur la Chine, mais aussi sur les partenaires du Canada et de l'Union européenne. Tout cela parce que la chaîne de production sera stoppée, sera arrêtée à cause d'une interruption de l'approvisionnement d'une partie de la production. En fait, dans votre article à la fin, vous avez prévu un peu l'orientation du commerce international dans les années à venir. Vous avez prévu un peu une isolation, un isolement de la part des États-Unis. Et on a vu déjà que vous avez aussi évoqué dans vos articles que les autres pays sont en train de signer des accords multilatéraux entre eux. Plus récemment, c'est le Japon et l'Union européenne ont signé des accords de libre-échange. Donc, pouvez-vous nous expliquer davantage comment va se dérouler le commerce international dans les parce que... Est-ce que les guerres commerciales vont persister, ou bien il y a un jour le président américain... Je ne sais pas, parce qu'au rythme où vont les choses,
les entreprises américaines commencent déjà à souffrir énormément de cette commerciale. Donc, il y a déjà des associations des producteurs aux États-Unis qui protestent, qui envoient toutes sortes de protestations à la Maison-Blanche. Donc, je ne sais pas si le président Trump va continuer, va insister, va persister dans cette guerre. C'est possible parce que c'est un caractère un peu particulier. Donc on ne sait pas. Mais parce que justement le président américain est devenu tellement imprévisible que les autres pays, les autres partenaires des États-Unis ont pris des mesures pour se protéger. C'est dans cette optique que l'Union européenne a signé un accord de libre-échange avec le Japon. Bien sûr, l'Union européenne et le Japon étaient en négociation depuis longtemps pour la conclusion d'un libre-échange, mais si cet accord est arrivé aujourd'hui, c'est parce que les deux parts, l'Union européenne et le Japon, ont trouvé le gouvernement Trump imprévisible. On ne sait pas. Oui, en Par fait, précaution, il vaut mieux conclure un accord de libre-échange pour faciliter nos échanges, pour se prévenir contre des inattendus de la part des États-Unis. Effectivement, l'Union européenne et le Japon, après la signature de cet accord, ils ont déclaré qu'ils ont signé cet accord pour montrer au monde que les deux géants économiques croient encore en libre-échange et croient encore à la globalisation. Alors, et la Chine, comment va l'économie chinoise dans l'avenir? Est-ce que l'économie chinoise va souffrir de ces guerres commerciales et quel rôle la Chine peut-elle jouer dans ce contexte très difficile? La Chine va s'ouvrir certainement parce que les États-Unis étaient notre premier ou deuxième marché d'exportation, donc c'est important. Mais le degré de souffrance de l'économie chinoise est contrôlable et sous contrôle. Donc les entreprises chinoises commencent à essayer de trouver d'autres marchés vu la diversité de l'exportation chinoise. Eh bien, l'exportation vers le marché américain ne représente qu'une dizaine de points de pourcentage de l'exportation totale de Chine. Donc, je pense qu'on peut contrôler les effets de cette perte et on peut diversifier, puisque l'exportation chinoise va de pair avec l'investissement chinois à l'étranger. De plus en plus, notre exportation augmente, c'est-à-dire beaucoup plus vers les pays situés sur l'ancienne route de la soie. Cela ajoute un élan favorable à la croissance mondiale, parce qu'à mesure que la Chine investit dans les infrastructures de ces pays sur l'ancienne route de la soie, ça améliore les performances des infrastructures de ces pays, ça renforce la compétitivité de ces économies, donc attire beaucoup plus d'investissements dans la production industrielle et donc finalement ça contrebalance un peu les effets pervers que la guerre commerciale pourrait entraîner à la croissance mondiale. Je vous remercie, M. Ding. Merci pour vos analyses. Et merci à tous les téléspectateurs d'avoir suivi notre émission. À la prochaine.